Sarah, bonsoir. 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 Madame Safietou, comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous-même? Ça va très bien. Depuis, depuis Bassam, Depuis Bassam, mais on va se retrouver ici régulièrement. sûrement, sûrement. Oui, Merci à vous. d'accord. Bonsoir, Monsieur Abraham. Je vois Monsieur Abraham qui a répondu. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Oui, oui, ça va. Dieu fait grâce, on est en forme. D'accord. Vous êtes où? En Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire? Non, non, je suis en République démocratique du Congo. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mhm. D'accord, ok. Mhm. D'accord, c'est compris. Bienvenue pour la session. OK. Merci. Bonsoir, bonsoir à tous. D'accord, merci. Bonsoir, Monsieur Mona. Oui, Comment est-ce que, bonsoir. comment vous allez? Je vais très bien et vous-même. Ça va très bien, ça va, super bien. Ça va. D'accord. Je vous suis depuis le Tchad. Depuis le Tchad, vraiment. Vraiment de loin. Vraiment. J'ai une amie qui est tchadienne. Ah, OK. Oui, on se connaît depuis, ça fait longtemps quand même. 2000, 2007. OK. 2007. D'accord. D'accord. Le climat là-bas, ça va? Bon, pour le moment, ça va. D'accord. Chez nous, il fait chaud, hein, il fait trop chaud aujourd'hui là. OK. Mm. D'accord. Merci et puis bienvenue pour la session. Merci. Mm. Bonsoir aux autres. Docteur, Docteur Joyce, bonsoir. Professeur quoi, je le vois se préparer là-bas. Je n'ose pas déranger. Euh, Bonsoir, Corinne. Comment va, docteur? Ça va? Et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. C'est quand on commence une session, on est un peu toujours un peu stressé, mais bon, je pense que on va y arriver. Oui, ça va aller, tu as l'habitude. D'accord. C'est compris, il n'y a pas de problème. Euh, Monsieur Eric, bonsoir. Ensuite, Monsieur, Monsieur Zachariou Bouraïma. Bouraïma, bonsoir. Oui, Euh, allô, oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Mhm. Je vais bien, et vous? Ça va très bien, ça va. Et Super, vous Dieu êtes connecté merci. depuis où? Depuis quelle position géographique? Oui, je Pardon? suis D'accord, d'accord. En tout cas, Merci. bienvenue à la session. Merci beaucoup, madame. N'hésitez pas à inviter des personnes à participer à cette session, à rejoindre cette communauté santé mentale, intelligence artificielle et digitale. OK, d'accord. D'accord, madame, nous allons Merci. le faire. Merci beaucoup. On va démarrer dans 2 minutes les sessions. Monsieur Dadi, bonsoir. Euh, Madame Quadio, bonsoir. Euh, Bonsoir, Comment vous allez? ça va, et chez vous, Ça va très bien, ça va. Il fait chaud aujourd'hui, je crois. c'est ça. C'est ça. La pluie d'aujourd'hui, là, elle nous a blagué un peu. D'accord. On va démarrer dans exactement 2 minutes.
Il est 17 heures exactement. Et je crois que on va commencer notre session, notre première session. Bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. D'accord. Alors, on va démarrer cette session. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les membres de la communauté e-santé, non, de la communauté éco-santé mentale digitale IA Afrique francophone. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, professeur Croix. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées, qui vont venir nous prendre en cours de route pour cette première session. Bonsoir. Alors, donc, je suis... Bonsoir, madame. bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de voir toute cette belle communauté. Je crois qu'on est 18. Je pense que jusqu'à ce qu'on finisse, on va atteindre on va atteindre le nombre de personnes à attendre, espérer. Et puis, on va se donner quand même un seuil de courtoisie de 5 minutes. On va dire ça comme ça. Professeur, je ne sais pas ce que vous en pensez. Normalement, Parfait. on peut Oui, commencer à 17h05 si vous souhaitez. Un seuil de pas de courtoisie. souci. Pas de D'accord, souci. d'accord. Et tout. Madame Judith Marie, bonsoir. Monsieur Martin, bonsoir. Euh, monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Bomboma, bonsoir à vous. Euh, Bonsoir, madame. comment vous allez? Je vais très bien, madame. D'accord. Et vous êtes c'est depuis quel pays vous êtes connecté? Et depuis le Togo, Hey, hey. Comment ça se passe au Togo? oh, ça va avec un peu de chaleur comme en Côte d'Ivoire. Ah, il fait chaud. Si c'est Ah chaleur oui. d'aujourd'hui là, ah, ça va pas, hein? Bon, comme je suis avec des spécialistes de la santé mentale, je vais dire que faut que je dise que ça aille bien. Ouais. De toutes les façons, on s'adapte à tout. Nous sommes en Afrique. Bon, voilà. C'est Merci. ça. Euh, D'accord. Et le week-end s'annonce bien, j'espère. oui, 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 très bien d'ailleurs. D'accord, c'est génial alors. Merci. Bonsoir, je vois Ayao. Bonsoir, Agbeti Afa. Bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Ça va très bien et vous?
Ça va très bien aussi. Et vous, vous êtes connecté depuis quel pays? Depuis le Togo, Ah, précisément Lomé. on dirait que le Togo est en train de battre le record, hein? Bonsoir, madame. Moi, En tout cas, c'est Dadi Talassi depuis la RDC. Ah, voilà, ça fait 2-0, 2-2. RDC était connecté aussi. Ok. Ah, C'est Dadi Talassi depuis la RDC Congo. ah, Vraiment. ça c'est bien. Comment vous allez? Oui, ça va bien, madame. Au rythme de la RDC toujours, à Kinshasa, bien sûr. Mhm. Nous nous battons en tout cas. Dieu fait grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci vraiment. D'accord. Judith Marie, bonsoir. Patrice Gueux, bonsoir. Marie-Claire, bonsoir. Depuis que je salue là, c'est les hommes là qui sont vivants à répondre. Les femmes là, elles sont déjà fatiguées ou bien? C'est les hommes qui me répondent depuis, ça va, ça va. Les femmes sont fatiguées ou bien sont occupées au travail. Ils sont affectés de la santé mentale. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ça, c'est bien Moi, remarqué. moi j'avais déjà répondu, donc Oui, 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 oui. Ah, d'accord. OK, c'est bon, ça me rassure d'entendre des voix féminines parce que les hommes là, ils veulent nous battre ici, hein. j'avais déjà répondu. Donc, C'est ça. D'accord, bonsoir à vous. D'accord. Alors, il est 17h07. Je pense qu'on va démarrer. On est 23. Donc, je pense que déjà, on peut déjà commencer notre session de ce jour. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers membres de la communauté. Bienvenue, je suis Corinne Ouattara. Euh, Je serai, on va dire que je serai modératrice de cette journée pour ce webinaire inaugural du programme Éco Santé Mentale Digitale et IA. Je voudrais avant tout saluer chaleureusement tous les participants qui sont connectés, saluer Dr. Joyce qui est ici présente. Je veux saluer le cabinet d'expertise Psy d'Afrique et bien sûr, je veux saluer Professeur Koa, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale, qui est, je dirais, bien à l'initiative de cette rencontre. Donc, je veux saluer toutes ces personnes et aussi tous les membres de la communauté qui se sont connectés et qui n'ont pas hésité à tous rejoindre on va dire, rejoindre cette plateforme. Alors, nous vivons aujourd'hui dans une époque de profonde transformation. Le monde de la santé, comme beaucoup d'autres secteurs, rentre dans le nouvel ère, dans une nouvelle ère, pardon, celle du numérique, celle de l'intelligence artificielle. Et pourtant, dans ce moment, la santé mentale reste souvent en marge. Alors que même elle est au cœur, on va dire, elle est au cœur du bien-être humain, vous me le direz. Donc aujourd'hui, avec cette initiative Éco Santé mentale digitale et IA, nous voulons changer les choses. Nous voulons montrer que le digital et l'intelligence artificielle ne remplacent pas le professionnel, mais peuvent renforcer, peuvent l'épauler et aussi donner, on va dire, de nouveaux moyens d'agir, surtout dans un contexte africain où les besoins sont plus immenses et les ressources sont limitées. Alors, pourquoi cette série de sessions, ce webinaire marque un point de départ, une très belle aventure, celle d'un apprentissage collectif comme toutes les sessions éco, d'un partage d'expériences, d'une co-construction de solutions concrètes et inclusives. Les sessions éco seront organisées, je crois, chaque semaine ou chaque 2 semaines. Alors, à l'appréciation, je crois, professeur quoi nous le dira, et vous-même, membre de la communauté aujourd'hui, parce que votre avis et votre retour est très important. Elles seront des espaces vivants d'échange où chacun de nous pourra exposer ses difficultés, ses partages d'expériences ou présenter des cas concrets sur l'intégration du numérique ou de l'intelligence artificielle dans la santé mentale. Et ensemble,
praticiens, experts, institutions, start-up, euh, tout le monde, nous réfléchirons et nous pouvons agir et trouver des réponses adaptées à nos réalités. Alors, l'objectif ici est très simple. Vous, je dis vous parce que je suppose que vous êtes tous spécialistes de la santé mentale, vous outillez, vous accompagnez, vous inspirez pour que vous deveniez vous aussi des acteurs de la transformation numérique en santé mentale. Et qui sait, peut-être que lors des prochaines sessions, vous serez celui-là ou celle-là qui viendra présenter des cas et pouvoir bénéficier de l'expertise du réseau ECHO dans, dans cette prise en charge. Alors, pour ce déroulement inaugural, qui va être différent de toutes les autres sessions, pour cette première rencontre, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Nous aurons deux temps forts. Nous aurons le professeur Joyce, docteur Joyce, pardon, qui va, qui va se prêter à, on va dire, à des cas pratiques parce qu'elle est dans la recherche, donc elle nous dira. Ensuite, il y aura également le professeur Quoi également autour de certaines questions. L'idée aujourd'hui, c'est que nous voulons des sessions interactives. Donc, on va aller sur un aspect euh, panel, un aspect interview, mais on veut également que ce soit assez interactif pour que tout un chacun puissions poser des questions au travers des interventions des personnes qui vont intervenir. C'est-à-dire le professeur Quoi et Dr. Joyce interviendront, mais on souhaiterait que ce soit assez participatif. Parce que l'idée pour nous, c'est qu'à la fin de toutes ces sessions, que tout le monde ait une forte connaissance de comment intégrer aujourd'hui et pourquoi intégrer le digital et l'intelligence artificielle dans sa pratique. Il y aura des attestations par moment après plusieurs sessions. Il y aura des masterclass au cours des journées à venir, des semaines à venir. Il y aura des formations également qui vont s'intégrer ça et là. Donc, c'est vraiment une plateforme que je dirais que je souhaite que vous ne manquiez pas. Je souhaite que vous soyez participatifs, je souhaite que vous soyez présents. Je souhaite même que vous invitiez des personnes à venir participer parce que vous ne repartirez pas de la même manière que vous êtes venus. Vous repartirez avec une nouvelle compréhension du numérique, de l'intelligence artificielle, du mariage, nouvelles technologies et santé. Voici ce que je peux dire pour commencer. Et je vais déjà commencer par appeler et présenter les deux intervenants qui vont prendre la parole. Donc, professeur Koa, qui est ici présent, et docteur Joyce. Donc, on va dire, la galanterie oblige. On va demander à docteur Joyce de prendre la parole et de se présenter déjà à toute cette assemblée qui est déjà là. S'il est possible qu'elle active sa caméra, que les gens aient un visage. Oui, Si ce n'est oui, pas possible, on fera avec. si, 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 si. D'accord. Non, je comptais activer la caméra au moins pour la présentation parce qu'après, j'aurai des petits soucis au niveau en fait de la connexion. Donc, C'est je me parfait. présente, je suis Joyce Dou, je suis spécialiste en recherche clinique, santé, innovation. Et donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis directrice en fait d'une organisation de recherche clinique privée et je suis aussi directrice académique en fait d'un réseau d'universités privées. Donc, dans le cadre de plusieurs projets en fait de recherche dans différents domaines en fait thérapeutiques, on travaille sur des protocoles de recherche, notamment aussi sur des protocoles de recherche autour de la santé mentale. Donc voilà, merci. Merci à vous, docteur Joyce. Envoyez des émoticônes hein, ici, là. Je souhaite qu'on soit très réactif. Félicite. On envoie. Moi, je suis la première. J'ai déjà envoyé des émoticônes. Euh, voilà. Merci à vous. Merci. Je vais demander à notre autre panéliste de se présenter, si cela est possible. Votre micro n'est pas activé, professeur. Voilà. Merci. Alors, je suis le professeur Quoi, Simon Médard. Je suis à la base psychiatre de formation et j'ai occupé plusieurs responsabilités. Et actuellement, je suis le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire et le directeur du coût francophone de leadership en santé mentale pour toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Merci. Merci,
Bon, je pense qu'on va se prêter au même exercice que tout à l'heure. Et puis féliciter, voilà. Ben, je pense que j'ai une très belle communauté parce qu'elle comprend rapidement. Merci à vous. Tout à l'heure, quand on va vous passer la parole, après les interventions, lorsque vous aurez intervenu, si vous le souhaitez, et je l'espère, vous pouvez vous présenter et ensuite poser les questions juste après l'intervention. Alors, comme je vous ai dit, ça va se passer sous forme de questions-réponses pour que ce soit assez interactif parce que c'est inaugural. On veut vraiment planter le décor. Donc, on ira sur des questions et des réponses. Le professeur va se prêter à ce jeu de questions. Et s'il y a des personnes dans le groupe également qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main comme ça, ou on va dire lever la main ou encore mettre comment est-ce que je pourrais dire, l'icône main levée. Alors, on va planter le décor. Professeur, quoi, je vais commencer par vous, parce qu'on parle de santé mentale. Donc, je vais commencer par vous. J'ai eu l'autorisation de Dr. Joyce. Alors, professeur, quoi, ce webinaire inaugural ouvre une nouvelle ère dans la santé mentale en Afrique francophone. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle représente une opportunité de renforcer plutôt qu'une rupture entre nos pratiques de santé mentale? Merci beaucoup et merci vraiment à toutes ces personnes qui ont, en fin d'après-midi pratiquement, pris de leur temps pour se joindre à la communauté, à prendre ce risque de vouloir ouvrir l'esprit à la santé mentale parce que déjà, quand on parle de santé mentale, ce n'est pas un concept qui attire spontanément. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est urgent d'accélérer et de saisir toutes les opportunités en matière de développement numérique ou digital. Alors, alors quel est, j'allais dire, pourquoi ce programme est très important? Parce qu'aujourd'hui, il y a la réalité, il y a le contexte mondial. Le contexte mondial, il y a deux points majeurs, ou je vais dire trois points majeurs. On est dans la francophonie, on est dans l'espace francophone, et vous voyez que 2025, la France, qui est la mère de la francophonie, de l'espace francophone, a dit la santé mentale une cause nationale. Ce n'est pas pour un effet de mode, c'est parce qu'à un certain moment, la question de la santé mentale commence à s'inscrire dans l'agenda de l'espace francophone. Et lorsque je remonte, historiquement, c'est la première fois qu'en 2025, il y a eu à l'Assemblée annuelle des Nations Unies, en septembre, il y a eu la première déclaration officielle de tous les pays autour des questions de santé mentale pour un engagement de nos États, de tous les États dans le monde, pour un meilleur investissement dans la santé mentale en lien avec aussi les maladies non transmissibles, dans l'agenda gouvernemental, dans l'agenda des fondations, dans l'agenda des systèmes des Nations Unies, donc dans l'agenda des pays. Troisième élément majeur, c'est à la suite de cette conférence de New York, il y a eu pour la session du sommet mondial des ministres de la santé, où de la santé mentale où cette réunion a eu lieu au Qatar, où justement la question de la santé mentale était au cœur des rendez-vous des ministres de la santé du monde entier. Et la première résolution qui est sortie et qui rejoint aussi celle des Nations Unies, c'est de dire il faut saisir les opportunités d'innovation en santé mentale pour accélérer la couverture des services. Donc, l'innovation du digital pour accélérer la couverture des services de santé mentale à tous les âges de la vie, dans tous les secteurs, y compris même dans le contexte de conflit. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème mondial, régional et national, où aujourd'hui, la santé mentale commence à être une priorité de santé publique et une priorité de développement. Et malheureusement, on a des déficits en matière de couverture des services.
Ces déficits sont liés soit à une faible disponibilité des services, mais cette faible disponibilité des services est liée à la faible capacité, l'état de préparation de nos systèmes ou des ressources humaines à pouvoir intégrer la santé mentale parce que les ressources humaines spécialisées sont insuffisantes, parce que aussi les infrastructures sanitaires en santé mentale sont insuffisantes, la disponibilité de tout ce qui est action de promotion et de prévention, ces activités sont insuffisantes parce qu'il faut des ressources humaines, des ressources logistiques, des ressources matérielles, donc des ressources financières. Et il faut voir qu'en face, contrairement à cette raréfaction de ces ressources humaines, de ces vraies infrastructures, on voit une floraison d'innovation digitale, de solutions de e-santé, que ce soit donc dans le domaine de la santé, mais que ce soit dans la question du numérique de façon globale. Et donc, il faut à un certain moment créer, j'allais dire, ce point d'opportunité, ce point de contact pour que on puisse réfléchir ensemble comment le numérique, comment l'innovation technologique ou bien comment l'innovation en santé numérique qui est utilisée pour les autres spécialités peut être une possibilité pour accélérer. J'utilise bien ce mot qui est très important. C'est un accélérateur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et quand on regarde nos agendas, on va jusqu'à, on dit 2030, mais pour aller à 2030, il faut des mécanismes qui vont nous permettre d'accélérer. Et pour nous, l'hypothèse fondamentale, sur la base des preuves au niveau international, montre que le digital, les solutions numériques peuvent être des accélérateurs pour renforcer, j'allais dire, la disponibilité, l'accessibilité géographique, l'accessibilité financière et l'accessibilité sociale des services de santé mentale partout en Côte d'Ivoire, dans l'espace francophone, dans l'espace... Alors, les pays anglophones, qui sont nos amis, avec qui on a beaucoup de contacts, sont très avancés sur tout ce qui est innovation digitale en santé mentale. Ils sont avancés dans, dans l'appropriation de cette opportunité qui est très stratégique. Et c'est très important pour nous de nous engager et faire de telle sorte que tout l'écosystème des professionnels, des développeurs de solutions, on puisse travailler ensemble pour proposer des solutions qui sont culturellement adaptées. D'accord. Merci, merci, professeur Kwa, pour cet éclairage. Merci. Si, je vous préviens, pour noter, si vous pouvez déjà faire prendre des notes, de sorte à ce que juste après, vous puissiez poser des questions aux différents intervenants aujourd'hui. Alors, ma deuxième question va à l'endroit de Dr. Joyce. Vous qui êtes sur le terrain, après ce que vient de dire le professeur tout à l'heure, professeur quoi, comment ces outils-là s'intègrent concrètement dans la prise en charge des patients? Bon, alors moi tout à l'heure, si vous êtes OK, je pourrais présenter. Je pensais que professeur quoi allait continuer sur ces questions, mais je voulais Si présenter. vous le souhaitez, professeur quoi, si vous le souhaitez, je peux enchaîner avec les questions pour professeur quoi, et puis ensuite vous permettre de faire une présentation si vous le souhaitez. Tout Non, mais dépend de vous. comme tu veux, Corinne, il n'y a aucun souci. On peut aussi présenter justement un exemple concret Exactement, de ce de, que vient de dire voilà, le professeur. exactement comme ça, tu pourras continuer à la suite. Donc, je vais partager mon écran rapidement. Alors, est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui, Oui. on le voit, c'est assez petit, mais bon, 5, on le 5 voit. sur 5, madame. D'accord. Est-ce que je dois l'agrandir un peu mieux? Je sais Allez, pas. allez-y, dans tous les cas, on va... Non, non, c'est bon comme ça, parce que sinon, Non, c'est il bon. sort du cadre. Comme ça, on Ok, voit, comme c'est une présentation.
Ça va. Oui, c'est vraiment pour étayer un peu le propos et Allez-y. ajouter un peu aux informations que professeur Kwa vient de donner. Donc, je vais Allez-y. pas repartir là-dessus. On sait très bien que voilà, la santé mentale est un enjeu de santé publique majeur, que le numérique aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois, offre justement des outils pour augmenter non seulement l'accessibilité, le suivi ou encore la personnalisation finalement des soins et que moi, derrière, le message que je souhaite apporter, en tout cas moi cet après-midi, c'est de ne pas oublier que ces outils doivent être validés vraiment scientifiquement, avec donc des preuves de la conformité, pourquoi pas des essais cliniques. Et donc, les problématiques auxquelles nous sommes souvent confrontés, il y a la prolifération justement au niveau des outils qui ne sont pas forcément validés scientifiquement. Donc, on a énormément d'outils qui sont très, très bons, qui sortent, mais malheureusement, derrière, je pense qu'il faudrait accentuer au niveau, en fait, de la validation scientifique de tous ces outils. Parler de tout ce qui est aussi protection de données, éthique et acceptabilité clinique, et puis finalement mettre en place des critères d'évaluation qui seraient robustes afin de permettre l'intégration de ces outils-là donc dans les différents parcours de soins. Donc, je voulais vous donner un exemple qui est EmoCare, qui est en fait un outil, un dispositif qui a été mis en place dans le cadre en fait de l'amélioration des soins en santé mentale et du digital, dans le plan d'action de France 2030, justement. Et j'ai trouvé cet exemple-là intéressant. C'est un dispositif de télésurveillance qui a été mis en place justement pour les troubles de l'humeur, avec une technologie qui prend en compte justement le visage, la voix, les activités de sommeil, les activités en général. Et l'objectif de ce dispositif était donc d'évaluer la concordance entre les mesures qui sont réalisées grâce au dispositif, qui utilise, lui, l'intelligence artificielle, et les scores, en fait, en parallèle, qui sont faits par des cliniciens, donc par des psychiatres, avec en fait, l'évaluation du PHQ-9. Donc, il y a eu derrière tout ça une évaluation clinique qui a été réalisée, c'est-à-dire que en plus de mettre en place ce dispositif, derrière, on a mis en place un protocole de recherche clinique. Donc, c'est l'étude, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle EMC1, qui permet justement de valider scientifiquement ce dispositif. Et puis derrière, comme vous le savez, au niveau de la France, il y a pour chaque dispositif qui permet d'améliorer les soins, donc qui utilise par exemple l'intelligence artificielle ou autre, on va demander une certification avec un marquage CE. Et donc, pour vous expliquer de manière globale, il y a une méthodologie qui a été mise en place, en tout cas pour un protocole de recherche. Ça a été une étude qui était prospective, multicentrique et en simple aveugle, avec des patients qui avaient donc un épisode dépressif léger à modéré. Et donc, on a utilisé cet outil-là. C'est une application qui s'appelle EmoCare et on s'est basé sur la référence donc du PHQ-9. Il faut savoir que dans le cadre de ce projet, bien évidemment, il y a une approbation au niveau du comité de protection des personnes, ça c'est au niveau de la France. Si ici en Côte d'Ivoire, on irait donc faire quand même la demande au niveau du comité national d'éthique, donc ici. Après, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a eu des résultats qui étaient intéressants, c'est qu'on a eu une corrélation de plus de 80% avec les scores de troubles de l'humeur, donc il y a eu des données qui étaient prometteuses. Bien évidemment, c'est encore en cours de validation, mais c'est déjà des informations en fait qui sont prometteuses. Et aujourd'hui, malheureusement, tous les résultats ne sont pas encore publiés, mais il est important de voir en fait comment ça a pu aider dans ce sens-là et de voir concrètement en quoi c'est intéressant d'utiliser cet outil qui utilisait cette application pardon qui utilise l'intelligence artificielle dans le cadre de ce projet-là. Il y a eu un autre projet pour aller rapidement, toujours dans la même lignée, toujours EmoCare, mais qui était vraiment lié à l'autisme avec, avec un programme en fait de formation immersive, par exemple pour les professionnels de la santé. Donc, il fallait les aider. Donc, les objectifs, c'était aider à améliorer l'accueil des enfants qui avaient des troubles du spectre autistique, donc au niveau des urgences. Il fallait simuler en fait une immersion des témoignages, de la sensibilisation autour de ça, et puis
ils cherchaient à avoir une satisfaction quand même par rapport à ce projet-là, d'une moyenne d'environ 8,5. Donc, pour terminer très rapidement, les outils justement digitaux sont là pour aider à accélérer la recherche, non seulement la recherche, mais à améliorer le parcours de soins, à améliorer les soins eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier, comme on le dit, qu'il y a une complémentarité entre l'humain et le numérique. Donc, le clinicien va conserver son rôle central, qui est vraiment l'interprétation ou la confirmation finalement de l'interprétation, vu qu'on aura utilisé un outil digital. Il va permettre de favoriser le monitoring en continu. Il va falloir avoir une supervision humaine pour vérifier que tout ce qui se passe correspond bien aux attentes et aux besoins du clinicien et du patient. Et puis derrière, n'oublions pas que le numérique n'est pas là effectivement pour remplacer le thérapeute, mais il permet en fait de faciliter les choses et puis il peut permettre un suivi prolongé, une détection qui serait plus précoce. Donc bien évidemment, il y a des limites, il y a des critiques. Donc, je vous ai quand même mis quelques éléments. Effectivement, on peut avoir des biais au niveau du cadre méthodologique hein, qui doit être le plus rigoureux possible. On peut aussi avoir des problématiques autour des résultats parce que finalement, là, actuellement, on n'a pas les résultats complets de ces deux protocoles de recherche, mais c'était juste pour vous montrer concrètement ce qui serait possible de faire. Et surtout, insister sur le fait, parce que forcément c'est mon domaine, qu'il faudrait, en plus de mettre en place ces outils-là, penser à bien mettre un protocole de validation scientifique à côté pour qu'on puisse vraiment valider. Et ce n'est pas une validation sur une ou deux personnes. Surtout qu'on est dans le cadre de la santé mentale, c'est quelque chose de très sensible. Et je pense qu'il faudrait une validation vraiment des outils que nous mettons en place sur un certain nombre donc de personnes. Donc, il faudrait créer des protocoles de validation scientifique assez rigoureux avec des vrais indicateurs derrière pour chaque outil digital qui sort autour de la santé mentale. Donc, voilà ce que moi, j'ai à dire, en tout cas, euh, pour, euh, pour cette première question. Merci, D'accord. Corinne. Merci, merci, Dr. Joyce, pour cette belle présentation. Et je signale que ceux qui ont demandé à avoir des présentations, écrivez dans le chat. Et Kétan, je t'inviterai à faire un formulaire pour que les gens puissent juste mettre leur mail et recevoir la présentation par la suite. Alors, je viens vers professeur. Professeur, donc, après cette belle présentation de Dr. Joyce qui montre l'efficacité d'un dispositif comme Emoker, comme comment le programme on va dire, de santé mentale, mais comment la santé mentale elle-même, de façon générale, puisque au niveau francophone, donc vous gérez tout ce qui est le leadership en termes de santé mentale. Comment envisagez-vous l'intégration de ces innovations numériques dans la politique publique? Est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'il y a un cadre en cours pour encourager ou accompagner ce type d'initiative scientifique, si je peux dire? Merci. Merci beaucoup et merci au docteur Joyce. Alors, je voudrais revenir sur brièvement deux points importants. C'est, comme qu'elle a dit, qui est très important. Le numérique ou toute solution informatisée, digitalisée est au service de quelque chose. C'est très important. C'est au service de quelque chose. C'est l'humain qui crée, mais en fonction, il y a une intentionnalité. Voilà. Et donc, la première des choses, ça c'est un élément sur lequel je devrais revenir, mais le plus fondamental, c'est pourquoi la santé mentale digitale? C'est ça. C'est quoi? C'est pourquoi la santé mentale digitale? La santé mentale digitale et la santé mentale non digitale, est-ce que ces deux concepts poursuivent les mêmes objectifs? Oui. Je reviens sur un mot pour dire le digital est un accélérateur. C'est un peu comme quelqu'un qui a un véhicule, il veut aller vite parce qu'il y a des échéances.
C'est une différence entre prendre le cas Abidjan, Sénégal, et prendre l'avion Abidjan, Sénégal. C'est pas la même chose. Mais l'intention, c'est de voyager. L'intention, c'est d'aller vite. Et donc, le digital est comme l'accélérateur du voyage. Quand je parle d'accélérateur pour la santé mentale, parce que l'urgence de la santé mentale est liée à un point important. C'est ce qu'on appelle la génération de la demande de services en santé mentale. Mais derrière la génération de la demande, il faut pouvoir sensibiliser les personnes sur la santé mentale. Et donc, un des éléments majeurs aujourd'hui, l'une des hypothèses qui est reconnue, c'est que les solutions numériques, les solutions digitales sont des aides, sont des accélérateurs, de la promotion de la santé mentale, de la prévention en santé mentale. Et donc, cette communauté qu'on veut mettre ensemble va viser justement à éduquer les personnes via les solutions digitales, via l'opportunité digitale, sur ce que c'est que la santé mentale. On n'est pas, et les usages du numérique en santé mentale ne sont pas centrés que sur la prise en charge des malades mentaux. Faisons attention. Il s'agit de développer, il s'agit de réfléchir sur des solutions adaptées culturellement qui vont accélérer nos actions d'alphabétisation en santé mentale. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire où il y a l'Institut, l'Agence nationale de la statistique qui vient de faire sortir des résultats sur le niveau d'alphabétisation en Côte d'Ivoire. On se rend compte que c'est seulement la moitié de des populations qui sont alphabétisées et on se rend compte que la grande majorité des personnes qui sont en milieu rural sont des analphabètes. Pourquoi j'utilise le mot alphabétisation? Parce que c'est le cœur de toute société. Quelqu'un qui n'est pas alphabétisé, quelqu'un qui n'est pas informé sur ce que c'est que la santé mentale, il ne saura pas qu'il doit prendre soin de sa santé mentale comme on prend soin de sa santé physique. Et donc, les solutions numériques, digitales, culturellement adaptées, validées scientifiquement, telles que l'a dit Joyce, sur des critères scientifiques, doivent être des accélérateurs de la promotion de la santé mentale en milieu rural, en milieu périrural, en milieu urbain, chez les enfants, chez les adolescents, chez les jeunes, chez les personnes âgées. Voilà. Vous imaginez, si on n'avait pas cette innovation, on allait partir sur des moyens, j'allais dire, les plus traditionnels, les plus rudimentaires. Et aujourd'hui, le numérique nous permet de voyager ou de rendre présent une réalité même au fin fond de nos villages en Afrique. Et donc, j'utilise et je reviens sur le concept d'accélérateur de nos dispositifs, de nos politiques publiques de santé. Et deuxième chose, ça va nous permettre de réduire les inégalités en termes de services. Et quand on regarde la configuration de nos pays africains francophones, la plupart des structures spécialisées ou bien des services de santé mentale sont logés dans les capitales. Premier élément. Et deuxième élément, la qualité même des infrastructures sanitaires en santé mentale décourage même des familles à demander le service lorsque le service existe. Or, avec les solutions digitales qui sont bien construites, qui reposent à des projets de santé adaptés dans une perspective de santé publique, vont pouvoir permettre de réduire la question de l'inégalité et construire des infrastructures sanitaires numériques. Parce que imaginez, si il faut, dire qu'il faut construire dans chaque ville une structure spécialisée de santé mentale,
on risque de prendre un demi-siècle pour tous les pays francophones. Parce qu'il faut d'abord mobiliser le financement. Avant ça, il faut convaincre tout le monde de savoir qu'il faut créer des unités de services de santé mentale au sein des CHU ou bien des hôpitaux généraux de CHU. Après mobiliser le financement, après construire, après équiper en termes de ressources humaines. Et donc, pour réduire les coûts, donc là, c'est un argument économique, il faut trouver des réponses transformatrices et des réponses qui accélèrent et qui sont simples. Et on pose l'hypothèse que les solutions digitales, les solutions numériques sont des opportunités pour permettre de construire toute l'offre de services promotionnels, préventifs et curatifs. Et donc, ça va nécessiter dans les pays un fort leadership pour intégrer les solutions digitales dans les politiques publiques de santé mentale, dans les programmes régionaux, dans les programmes nationaux, dans les programmes au niveau déconcentré de l'offre de services de santé mentale. Donc, je me résume, bien comprendre ce que c'est que la santé mentale. Donc, les solutions digitales vont permettre d'accélérer le processus d'alphabétisation en santé mentale pour générer la demande de services. Et du point de vue, j'allais dire, des prestataires de santé, ça veut dire des médecins psychiatres, des médecins non psychiatres, des infirmiers spécialistes, des infirmiers non spécialistes. Ça serait un accélérateur de l'intégration de la santé mentale dans les services de santé de base ou à assise communautaire. Parce que ça, c'est le deuxième objectif que tous les pays ont pris comme engagement d'ici 2030. Donc, il faut trouver des solutions qui vont nous permettre d'accélérer, d'atteindre dans les 5 années qui viennent une large couverture des services au niveau des soins de santé primaires. Parce que notre expérience de 10 années ou bien 15 années ont montré que souvent, on forme les prestataires de santé, ils sont formés pendant 5 jours, mais comme il n'y a pas de mécanisme de suivi, il n'y a pas de plateforme de suivi, de coaching, il n'y a pas de solutions qui leur permettent rapidement de gagner en compétences et de fournir le service, ils se découragent. Quand le financement du partenaire s'arrête, tout s'arrête. Or, on pose la deuxième hypothèse que les solutions numériques sont des opportunités pour pouvoir accélérer les stratégies d'intégration des services de santé mentale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Donc, vous voyez, en termes de coûts. Troisième engagement. Alors, je vais dans les détails de politique publique parce que c'est très important pour ceux qui m'écoutent de savoir que chaque année, nos pays au niveau mondial, on va prendre des engagements à l'OMS ou bien on va prendre des engagements dans les réunions où on discute de la santé globale. Mais quand on revient, il faut pouvoir les appliquer pour transformer la vie des populations. Que ce soit pour les prestataires, les spécialistes, les planificateurs, que ce soit pour les décideurs, il y a des engagements qu'on prend et tout le monde, il y a un tableau de bord où on suit vraiment le niveau d'avancée de chaque pays et on mesure. Il y a des baromètres pour savoir quels sont les efforts. Et aujourd'hui, la santé mentale est un baromètre qui permet de dire quel est le niveau d'avancement. Mais pour avancer, il faut avoir des solutions qui accélèrent l'avancée, mais avec les mêmes prestataires. Et le troisième point sur lequel je vais m'arrêter, c'est la génération des données. Aujourd'hui, on se plaint qu'on n'a pas de données en santé mentale, mais il faut générer les services, il faut fournir les services. Lorsque les services promotionnels, préventifs et curatifs sont fournis, à partir de ce moment, on a des données. On a des données harmonisées, on a des données sécurisées et donc derrière, il faut que les solutions digitales soient des solutions qui rassurent, qui protègent les données sanitaires. Et le dernier point, il faut renforcer le pouvoir de participation des personnes concernées par les problèmes de santé mentale. Ça veut dire les personnes qui souffrent de maladies mentales. Il faut leur donner le pouvoir d'agir sur leur propre vie. Il ne faut pas les infantiliser.
quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, il, il a ses droits et il doit décider aussi de comment il doit pouvoir gérer sa santé et il a le pouvoir de dire comment il voudrait que les services de santé puissent être accessibles et il puisse donner son point de vue sur, en termes d'amélioration de la qualité des services, donc en termes de redevabilité. Donc, vous comprenez qu'il y a tout un enjeu qui est là. Et derrière tout cela, il y a aussi, j'allais dire, des nouveaux métiers qui vont se créer dans le domaine de la santé mentale. On a des ressources humaines classiques, on a les psychiatres, les psychologues, mais ne soyons pas naïfs, ce ne sont pas les psychiatres, les psychologues qui ont toute l'expertise pour créer des solutions digitales. Et donc, ça va nécessiter une co-création avec les utilisateurs, avec les usagers des services de santé mentale, avec les planificateurs et puis les développeurs de solutions pour montrer que cet écosystème concerne tout le monde. Et pour terminer, on est dans le mois d'octobre rose. Mais il y a la santé des femmes qui sont porteuses de cancer. Quand on parle de cancer, on fait naturellement allusion à la santé physique des femmes porteuses de cancer, mais on oublie qu'elles ont une santé mentale. Et donc, la question de pouvoir accélérer l'intégration via les solutions digitales dans les services de santé pour les femmes porteuses de cancer permet d'une certaine manière de faire de telle sorte que dans le même temps, c'est ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne, selon les orientations globales, vont permettre dans le même temps de pouvoir fournir un paquet de services à la même personne et à moindre coût pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Merci, professeur, pour cette intervention. Et vous avez insisté, professeur, d'alphabétisation en santé mentale. Plusieurs fois, on en vous a entendu parler. On parle finalement de faire comprendre, de dédramatiser, de normaliser ces questions auprès du grand public. Comment peut-on accélérer cette éducation collective, surtout dans un contexte africain où des sujets restent tabous avec le numérique? Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions à mener avec le digital dans ce sens? Alors, vous posez une question très importante. Il s'agit justement de la question de la co-création. La question de l'alphabétisation, c'est de dire comment je vais travailler dans un écosystème collaboratif pour développer des solutions où ma manière de parler de la santé mentale ne va pas faire peur aux gens. Comment je vais parler, quels sont les mots, quelles sont les images, quels sont les films, quels sont les supports de communication, comment je vais tenir compte des perceptions, des croyances des personnes pour amener progressivement les personnes à avoir de bonnes attitudes pour savoir que la santé mentale, c'est une dimension de la santé, au même titre que la santé physique. Comment amener les gens à prendre soin de leur santé mentale? Comment amener les gens à pouvoir auto-évaluer leur état de santé mentale? Et comment créer un écosystème où les personnes facilement vont rechercher de l'aide? Très souvent, les personnes, je m'excuse, ne sont pas alphabétisées très tôt à la santé mentale. Mais par contre, pour la santé physique, il y a la journée internationale de lavage des mains parce que il y a eu ce travail, entre guillemets, de matraquage, de marketing social pour montrer que très tôt, un enfant qui vient, on lui dit, est-ce que tu as lavé ta main avant de manger? Ça veut dire ça, mais c'est de l'alphabétisation. Est-ce que tu t'es brossé les dents le matin? Est-ce que tu t'es lavé le visage? Vous voyez que culturellement, socialement, on est arrivé à faire cela. Mais pour la santé mentale, malheureusement, c'est un thème qui fait peur et on pense que la santé mentale, c'est pour les autres. On pense que la santé mentale, c'est les malades mentaux. Or, on oublie qu'on a une santé mentale. Et on a honte de parler de sa santé mentale. Mais on n'a pas honte de dire je me suis brossé ou bien j'ai mal à la dent. Mais on a honte de dire que je ne me sens pas bien moralement. On a honte de dire je ne dors pas bien depuis quelques jours. On a honte de dire
que vraiment je suis découragé, je n'ai plus la force de travailler. Et on n'attribue pas ça à des problèmes de santé mentale. On attribue ça à une affaire morale, à une affaire religieuse, à une affaire de paresse. Voilà. D'accord. Merci, professeur. Merci pour cette très belle intervention. On vous envoie des réactions, de nombreuses réactions. Je vois pas mal de questions dans le chat. On va revenir sur sur ces questions. Je veux m'adresser à Dr. Joyce si elle est là. Dr. Joyce, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis, oui. D'accord, d'accord, Dr. Joyce. Alors, je pense que à partir de, nous avons vu votre présentation, elle est magnifique. Euh, Quels sont selon vous, enfin, dans cette présentation, vous avez montré que les outils numériques en santé mentale comme Emoker doivent être scientifiquement validés pour garantir leur crédibilité. Mais dans notre contexte où la recherche clinique est parfois limitée, comment est-ce qu'on peut renforcer cette validation-là? Quelles sont selon vous les conditions minimales? Je pose cette question parce que quelqu'un l'a posée dans le groupe et j'ai essayé plus ou moins de la reformuler. D'accord, ok. Alors moi, en mon sens, comment on valide finalement ces innovations? Parce que c'est souvent des innovations, les applications, la télésurveillance, etc. En fait, moi, je veux juste rappeler que il faut mettre en place en fait ce qu'on appelle un protocole hein, autour de ces innovations-là pour valider scientifiquement. C'est-à-dire il faut se on travaille tous ensemble, hein, comme on dit même sur voilà, sur le projet éco. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de co-construire, comme il disait professeur Quoi. Moi, je suis adepte total de ça. C'est-à-dire que sur la même table, pour mener à bien un protocole même de recherche qui est totalement scientifique, on va mettre sur la même table un médecin, un pharmacien, un infirmier de recherche, on va mettre plusieurs personnes, on va mettre le patient. C'est de la même façon que je pense que pour valider finalement les innovations qui sont mises en place dans le cadre justement de la santé mentale, il faut mettre sur la table les psychologues, les psychiatres, il faut mettre les développeurs d'applications, il faut mettre les patients eux-mêmes, des associations de patients, les chercheurs. Je pense que c'est tous ensemble qu'on peut vraiment aller à terme en fait d'une validation scientifique. Donc c'est la première des choses, se rapprocher justement des chercheurs quand on a une idée comme ça sur le numérique. Qu'on puisse travailler tous ensemble et je pense que c'est tout là l'objet finalement de de ce groupe de santé mentale, IA et du digital, c'est qu'on puisse travailler tous ensemble. Donc, on crée un protocole tous ensemble un protocole scientifique finalement. On fait attention parce qu'en santé mentale, on a quand même cette problématique qui, si par exemple l'outil n'est pas fait correctement et qui ne garantit pas la sécurité des utilisateurs, on va partir sur des mauvaises interprétations. Et c'est là où c'est très compliqué parce que du coup, par exemple, on a des tests qui sont développés, des tests d'autodiagnostic qui peuvent être développés justement par des personnes du numérique. Si ça ne respecte pas certaines validations scientifiques, ben, au contraire, ça va créer encore plus de mal finalement à l'utilisateur. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on pense tous ensemble là dans le groupe et même qu'on sensibilise tous que bah, à côté du développement, il faut la validation scientifique, il faut créer des protocoles autour de ça pour améliorer les choses. Il ne faut pas oublier aussi que, bah, professeur, quoi, on a parlé, mais je reparle parce qu'on est dans le cadre de la validation finalement de ces innovations. Les données personnelles sont des données très, très, très importantes. Et souvent, avec les innovations numériques, bah, du coup, on est quand même sur les données de santé. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut protéger et garantir la sécurité de ces données-là. C'est vraiment très, très important. Les protocoles doivent garantir le respect hein, de tout ce qui est règlement général sur la protection des données, etc. Et puis, il faut s'assurer aussi bah, de l'efficacité réelle, parce que finalement, on fait un programme scientifique, on protège les données des personnes qui sont sur l'outil. Derrière, il faut vraiment, à la fin de ces tests, prouver en fait une efficacité
un bénéfice clinique mesurable. Nous, en science, même si votre donnée n'apporte pas de bénéfice, c'est important, c'est une information. On est en train de parler de données à collecter. Donc, c'est pareil, c'est une information. Dans le cas où, par exemple, vous faites un protocole de recherche et que votre outil numérique, finalement, n'a pas un réel bénéfice clinique, on va en parler. On peut même écrire des articles là-dessus. Donc, tout ça, c'est important. Et puis pour terminer, ben, il faudrait justement dans le numérique, hein, des personnes qui sont vraiment beaucoup plus poussées en termes de cybersécurité, qui puissent aussi nous aider dans ce sens-là. Donc voilà, pour moi, valider, c'est avoir un protocole de recherche autour de ça, avoir des résultats, protéger les données scientifiques et assurer l'efficacité réelle de son outil. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci, Dr. Joyce, pour cette intervention. Merci. Je veux poser une question à professeur Quoi. Alors, certains praticiens craignent que le digital ne remplace l'humain. Euh, Comment faire comprendre que ces outils-là viennent compléter, viennent soutenir, viennent renforcer? C'est vrai, vous l'avez quand même un peu, vous l'avez quand même un peu mentionné, mais je pense que est-ce que vous aurez un message à l'endroit de toutes ces personnes qui le pensent? Comment faire comprendre que ces outils viennent, comme j'ai dit, compléter, soutenir, renforcer le travail des professionnels sur le terrain et non les remplacer ou encore les concurrencer? Alors, je vais te donner un exemple très, très concret. Allez-y. J'ai été directeur de l'hôpital psychiatrique de 2019, de Boaké, de 2019 à 2022. Et dans cet hôpital, c'est le seul hôpital de référence de tout l'intérieur de la Côte d'Ivoire, en dehors de l'hôpital de référence d'Abidjan, de Bergerville. Et quand j'étais directeur, j'avais une équipe pratiquement de 3 à 4 psychiatres j'allais dire, pour répondre à des besoins de santé mentale, d'abord dans la région, la deuxième grande région sanitaire de Côte d'Ivoire, qui est Boaké, la région de Béké, et puis les autres régions environnantes, qui dépendaient aussi de l'offre de services dans le Béké. Et donc, quelle est la stratégie que nous avons mise en place? On a formé, avec l'appui de partenaires, on a formé les professionnels non spécialistes, infirmiers, médecins généralistes, à ce qu'on appelle, on a fait une délégation de tâches pour qu'ils puissent intégrer via un paquet de services, le paquet minimum de services, certains actes de santé mentale et certaines pathologies, deux ou trois pathologies prioritaires en matière de santé publique, que sont la psychose, la dépression et l'épilepsie, qui, dans une perspective de santé publique, permettent d'apporter une réponse significative à l'offre de services global en santé mentale. Et donc, ça a permis de faire quoi? Ça a permis de développer auprès de ces médecins spécialistes une autre expertise. L'expertise d'être des coordonnateurs, des superviseurs, des coachs qui vont permettre de superviser l'activité de nos spécialistes. Donc, vous voyez, il y a une délégation de certaines tâches à des non-spécialistes. Ça leur permet de développer un autre niveau, de gérer les cas complexes, donc de développer une espèce d'expertise dans la région. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça leur permet de faire quoi? De pouvoir, à partir de ce réseau de professionnels de santé non spécialistes, de pouvoir faire de la consultation téléphonique pour la gestion des cas en ligne. Mais ça leur permet de dégager du temps pour faire autre chose, pour se former sur autre chose. Et donc, très souvent, la peur est légitime, mais souvent, elle est inappropriée. Voilà, elle est inappropriée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux situations. Soit actuellement, nos pays africains, on va dans le processus, c'est-à-dire on commence ensemble l'alphabétisation, les prestataires et les bénéficiaires des services de santé mentale et les familles, ou bien ce qui va se passer comme schéma que j'observe dans la plupart des pays, ce sont les patients eux-mêmes qui vont utiliser les solutions de d'autres contextes, avec d'autres prestataires de d'autres contextes et ne plus se référer aux spécialistes locaux.
Ça va créer quoi? Ça va créer que tous nos données de santé vont être ailleurs. Donc, on va alimenter des bases de données d'autres contextes. Un élément. Deuxième élément, on va voir que peut-être d'ici 5 ans, les analphabètes du numérique en santé mentale, ce ne sera pas les patients, les familles, ce sera les prestataires de santé. Ce sera les spécialistes psychiatres, ce sera les psychologues qui seront déroutés et qui seront obligés de rattraper 5 années de retard. Et le pire des choses, c'est qu'ils ne vont pas développer l'expertise en matière de santé mentale numérique. Et donc, comme ils n'ont pas développé l'expertise en matière de santé mentale numérique et IA, c'est d'autres experts de d'autres continents qui vont venir les former sur leur propre contexte de comment soigner à partir du numérique les personnes qui souffrent de maladies mentales ou bien comment utiliser des solutions pour pouvoir faire de l'éducation thérapeutique ou bien pour faire de la surveillance à distance ou bien pour faire de l'auto-soin. Donc, vous voyez que j'ai parlé d'accélérateur. Le processus de transformation en santé numérique en Afrique, de façon globale, mais en Afrique francophone, est irréversible. Ça ne dépend plus des spécialistes. Ça ne dépend plus. Le mouvement de transformation en santé numérique va à une vitesse qui dépasse même le raisonnement d'un petit groupe scientifique de psychiatres qui pensent qu'ils peuvent, ou bien de psychologues qui pensent que dans leur pays, ils peuvent bloquer le processus. Ce n'est pas possible. Parce qu'on vit dans un écosystème où aujourd'hui, on a une démocratisation des services de santé via le numérique. Et donc, de plus en plus, les patients, les familles ont le pouvoir de décider de ce qui est bien pour le système. Et donc, et pour nous, l'opportunité de faire ce programme Éco-Santé numérique est une opportunité justement pour créer de l'expertise locale en Afrique, dans l'espace francophone. L'espace anglophone, vous prenez le Ghana, vous prenez le Nigeria, vous prenez le Kenya, vous prenez le Zimbabwe, ils sont déjà free, ils sont déjà très avancés. Mais nous, on doit déjà rattraper le retard dans l'espace francophone africain et après gérer la concurrence avec l'écosystème de la santé mondiale. Parce que ne soyons pas naïfs. Si on ne développe pas des solutions numériques adaptées à nos besoins, on va consommer d'autres solutions. Et ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous. Ça veut dire, soit on rentre dans le mouvement et on travaille ensemble, soit on va subir, j'allais dire, une floraison de solutions numériques qu'on va utiliser. Et souvent, comme on ne s'est pas formé, on ne sait pas utiliser et on ne sait même pas faire ce que Dr. Goetz a parlé là, avoir une pensée critique, faire une analyse rationnelle sur les solutions qui nous sont offertes. Donc, vous comprenez que à la fois, c'est une opportunité pour un prestataire, pour des groupes de prestataires, pour des hôpitaux, pour des structures, pour des pays, pour des programmes, à adopter dans les stratégies nationales de santé mentale le numérique, les innovations, pour leur permettre d'accélérer et de sécuriser leur politique de services de santé mentale à l'échelle de leur pays et donc de sécuriser les données de santé mentale de leur pays et de pouvoir garantir, j'allais dire, la souveraineté de leur système de santé. Merci, professeur, pour cette intervention. Alors, il y a des questions dans le chat. Donc, je vais essayer de permettre à ce qu'on puisse répondre à ces questions et ensuite remonter. La première question, je crois que c'est à l'endroit de Dr. Joyce. Il y a une question pour elle qui disait, excusez-moi, je retrouve cette question, de Monsieur Martin Amani, qui disait, au niveau africain, que pouvons-nous faire pour accélérer la validation de ces outils numériques afin de promouvoir la santé mentale, sachant qu'au niveau africain, la question de santé mentale est considérée comme tabou et négligée dans les politiques nationales de nos pays? Je crois que cette question s'adresse aux deux, mais c'est suite à la présentation de Dr. Joyce. Donc, je ne sais pas qui de vous souhaiterait répondre à cette question. Moi, je vais laisser le professeur répondre à cette question parce que je pense que, voilà, par rapport au programme national et tout ce qui s'y fait,
la dynamique qu'on a ici en Côte d'Ivoire, je pense qu'il sera plus à même de répondre par des exemples concrets, du coup. Mhm. Merci, merci, Dr. Joyce. Alors, dans cette question, je vois deux aspects. Et ces deux aspects vont être résumés par un mot que j'aime bien, c'est la question du leadership. C'est la question du leadership. Ça veut dire, euh, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de la Transition numérique, il y a le ministère de la Recherche scientifique. Le rôle des programmes nationaux à l'échelle des pays, c'est de pouvoir construire ou de co-construire des réponses de portée nationale et qui ont ce caractère de transformer nos systèmes à l'intérieur par une approche intégrée. Alors, le rôle des programmes, justement, c'est de pouvoir penser le système pour dire, comme il y a des défis en matière de financement de la santé mentale, comment on peut avoir saisi des opportunités de développement de technologie ou bien d'innovation qu'on a dans d'autres secteurs qui peuvent être appliquées dans le domaine de la santé pour accélérer nos besoins. Ça, c'est une affaire de leadership dans le pays, du directeur du programme ou bien du responsable du pôle santé mentale du pays ou bien du programme, à pouvoir saisir les opportunités. Mais derrière ça, il faut savoir ouvrir son esprit à l'innovation. Parce que si on est dans une posture fermée, on risque de ne... Et on voit le numérique ou bien le digital comme un obstacle, comme de la concurrence, c'est compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire comment on va intégrer la question des solutions digitales dans la stratégie. Premier élément, j'ai dit la question du leadership, de la décision. Deuxième élément, c'est de pouvoir s'entourer de divers spécialistes. Et le mot de la co-construction ou bien de la collaboration est très important. Moi, je suis directeur du programme santé mentale. Je ne suis pas spécialiste pour développer des solutions numériques. Mais par contre, je suis spécialiste en matière de santé mentale publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ma compétence, c'est de pouvoir interroger les outils, les supports pour dire, est-ce que cette solution peut m'aider à résoudre une problématique de santé dans mon pays, notamment de santé mentale? Si c'est ça, c'est quel niveau? Parce qu'une solution, elle se construit, c'est un peu comme un hôpital. Un hôpital, c'est un service. Et donc, il y a un plan de travail, il y a un cahier de charges qui est à l'intérieur. Donc, toute solution digitale a un cahier de charges. Ne soyons pas naïfs. Il y a toujours un cahier de charges qui est toujours arrimé à un projet de santé. Et il faut pouvoir le définir. Quand cette spécification est faite, à partir de ce moment, dans un cadre collaboratif, vous pouvez travailler maintenant avec les autres acteurs parce qu'ils ont les spécifications par rapport aux objectifs. C'est très important, je le dis, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez être des consommateurs de solutions et il va y avoir des problèmes, vous risquez de faire des erreurs. Et c'est ce qui fait que vous voyez, on a pris en Côte d'Ivoire l'initiative de pouvoir créer cette communauté de pratiques francophones pour dire la Côte d'Ivoire a commencé à travailler ensemble sur le développement de plateformes. Mais si on reste à l'échelle de la Côte d'Ivoire, on n'est pas dans une perspective de collaboration intégrative au niveau des autres pays. Et donc, vous voyez, il y a Dr. Joyce, il y a Mme Ouattara qui sont là et il y a d'autres personnes derrière où on est en train de créer cet écosystème de telle sorte que quoi? Parce que qu'est-ce que nous on a constaté? On a constaté que souvent, avec le numérique, tout le monde vient faire des propositions de solutions. Moi, quand je reçois, par exemple, en tant que directeur, des personnes qui disent on a notre solution, je dis OK. Je vais appeler l'équipe technique, demander l'avis et on va soumettre à la rigueur scientifique, à la rigueur technique et par rapport aux priorités de santé mentale publique, cette solution ou bien cette idée de projet que tel acteur a, tel acteur a.
Voilà, donc c'est un peu dans cet esprit. Premier élément, c'est la question du leadership. Deuxième élément, c'est la question de la collaboration. Troisième élément, c'est la question de l'ouverture et de la co-construction de solutions. Voilà, je pense que Dr. Joyce reviendra sur la question de, D'accord. de la co-construction de solutions avec qui on travaille. D'accord. Et Madame Ouattara aussi, je les laisse, chacun est spécialiste quelque part. Donc, merci. Merci, professeur. Je pense que comme on a dit avec professeur Joss, les semaines prochaines, on fera des présentations de cas avec des solutions concrètes qui ont été co-construites et avoir des avis. Il y a le docteur Kevin qui a intervenu dans le chat et qui dit, et d'ailleurs, avant de lire sa question, je serais dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste pratiquement 19 minutes avant de clôturer. On souhaiterait que vous puissiez réagir également. Donc, docteur Kevin a posé des questions. Il dit très excellente analyse, cher professeur Kwa et docteur Doum. Comment intégrer les approches traditionnelles dans la validation scientifique des solutions? Première question. Et deuxième question, comment améliorer la gestion des données personnelles sanitaires en santé mentale en tenant compte de l'éthique et du secret médical? Je vais répondre aux données, aux approches traditionnelles et laisser Dr. Joyce, qui est expert en matière De données. de données. Voilà. Alors, si je comprends bien sa question, les approches traditionnelles, euh, je, je vais dire comment je comprends, comme la personne n'a pas bien clairement dit. Alors, ce qu'il entend par approche traditionnelle, il me semble qu'il parle des, des, des méthodes non conventionnelles en santé mentale. Par exemple, on a des guérisseurs traditionnels, soit on a des centres de prière, ou bien on a des praticiens de santé, on a X, Y, Z. Alors, je reviens encore sur quelque chose de très important. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait une étude en 2021-2022 de cartographie des services de santé mentale qui offrent pour la prise en charge des personnes qui souffrent de maladies mentales. On a autour de 35 structures de santé mentale spécialisées à plusieurs niveaux de compétences qui sont plus ou moins réparties au niveau national, qui offrent des services de santé mentale officiels du ministère de la Santé. Mais en face, on a 541 structures non conventionnelles, guérisseurs traditionnels, guérisseurs religieux, centres Rokia, camps de prière, euh, les centres de praticiens. Donc, vous voyez, si nous voulons, et c'est ce travail que nous sommes en train, c'est la raison pour laquelle nous avons mis et nous travaillons ensemble pour dire, si nous voulons faire de telle sorte que les centres traditionnels, non conventionnels, puissent être des aidants dans la réponse communautaire ou bien la réponse sanitaire, il faut pouvoir collaborer avec eux. Mais pour collaborer avec eux, les solutions digitales peuvent permettre de déjà faire une cartographie numérique. Et c'est une discussion qu'on a en interne avec toutes les équipes pour avoir une cartographie numérique. Hein. Deuxièmement, pour faire passer les messages de sensibilisation, pour lutter contre la stigmatisation, pour lutter contre l'enchaînement des malades, pour lutter contre la privation de nourriture par le jeûne de certains malades. Et donc, pour apporter, j'allais dire, tout ce qui est lutter contre les maltraitances. Et deuxième élément, comment leur donner des éléments d'information pour qu'ils deviennent des acteurs communautaires pour orienter progressivement les malades vers des services de santé décentralisés. À partir de ce moment, vous voyez que les solutions numériques sont au service d'un projet de santé. Je reviens encore là-dessus. Ce n'est pas des bijoux, même les bijoux qu'on fait, il y a toujours une intentionnalité. Un projet, une solution, une plateforme, un objet connecté ou XY répond à un objectif de santé. En tout cas, si on est dans la santé numérique. Si ça ne répond pas à un objectif de santé, c'est que votre solution digitale n'est pas adaptée à la santé. C'est que c'est pour autre chose. C'est que ou bien la construction de votre solution n'a pas encore abouti, n'est pas en phase de maturité.
C'est qu'il faut aller encore au laboratoire, il faut aller voir les spécialistes en matière de santé digitale, il faut aller voir les startups qui travaillent là-dessus pour bien modéliser. Il faut s'asseoir avec les spécialistes de santé mentale ou bien de santé physique ou bien des spécialistes de santé publique pour bien construire cette solution. Parce que, in fine, on fait une solution pour qu'elle soit utilisée, mais il faut qu'elle soit bénéfique et sécurisante pour les populations. Merci, professeur Croix. Moi, je souhaiterais apporter un additif à ce qu'a dit professeur Croix sur cette question. Alors, il faut reconnaître que nos savoirs traditionnels ont une vraie valeur. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de les documenter, de les étudier avec rigueur et puis de les intégrer dans un protocole scientifique sans vraiment les dénaturer. C'est-à-dire en associant chercheurs, praticiens, guérisseurs, on peut construire des solutions ancrées dans nos réalités culturelles et scientifiques et culturelles, pardon, et scientifiquement crédibles. Pour la seconde question sur la gestion des données, je ne sais pas s'ils auront à répondre, mais moi, ce que je peux pouvoir dire, c'est qu'en santé mentale, la donnée, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est la personne. Donc, ce qu'il faut, c'est il faut protéger, en fait, avant même de collecter. Il faut recueillir des consentements éclairés, sécuriser les données, former les soignants et surtout garder le respect du secret médical comme un principe absolu. Donc, l'éthique doit rester au cœur même du numérique, du digital et de toute application. Je ne sais pas si ça répond aussi à la question du docteur Kevin qui a posé la question. Sinon, vous pouvez nous éclairer si on n'a pas bien perçu la réponse à cette question. Docteur Kevin? Oui, docteur Joyce, allez-y. Oui, non, je voulais juste conforter ce que vous avez dit tous les deux, professeur Quoi et Corinne. En fait, pour la partie justement sur le traditionnel, je pense qu'il y a eu des panels lors, par exemple, de la journée de prévention du suicide ou lors de différents symposiums ici en Côte d'Ivoire où justement on a eu l'invitation, on a eu l'imam qui était concerné. Enfin, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites dans ce sens-là et je pense que justement l'avis de chacun compte. Et comme Corinne disait, après derrière, effectivement, valider aussi quelque part scientifiquement, parce que sinon après, après du coup, c'est compliqué. Mais c'est vrai que intégrer les religieux, les traditionalistes et tout ça vont permettre en fait d'adapter ce qu'on fait déjà de manière standard à nos réalités culturelles dans nos pays africains. Et puis, par rapport en fait à la donnée, je suis totalement d'accord par rapport à ce qu'a dit Corinne. Il est très important en fait de mettre en place justement les consentements des patients. Le consentement du patient, il n'est pas fait que, par exemple, dans le cadre de nos projets de recherche, il faut adapter vraiment les niveaux de consentement. Donc, on peut avoir aussi les consentements aux soins, on a les consentements au niveau des protocoles de recherche. Et puis derrière, il faut avoir aussi les outils. C'est ce pourquoi on se bat, digitaliser un peu tous ces systèmes-là de telle sorte qu'il y a un cloisonnement aussi par rapport justement à la sécurité finalement de ces données-là. On sait qui a droit à voir quoi. Donc, en fait, il y a une gestion d'accès, que ce soit pour des outils comme les dossiers patients informatisés ou encore des outils comme des outils de protocole de recherche où on sait qui est venu à tel moment avec une traçabilité derrière de qui modifie les données, etc. Je pense que ça, c'est important à mettre en place. Et puis, comme on le dit, aussi la sécurité informatique. Je pense qu'il faut qu'on s'améliore vraiment en termes de cybersécurité parce que ça aussi, c'est une de nos problématiques et un de nos grands défis. Donc, je pense qu'avec tous ces éléments-là, je pense qu'on pourra améliorer justement la gestion des données. Merci. Merci, docteur Joyce, merci. Docteur Kevin a levé la main. Vous pouvez. D'accord. Merci beaucoup et félicitations au professeur Kwa, à Madame Ouattara et docteur Dewou pour tout ce qui est fait. C'est formidable euh, parce que toutes ces questions que j'ai posées, c'est des éléments auxquels je suis confronté dans ma pratique quotidienne parce que il y a des moments donnés où on a l'impression qu'on est bloqué par certaines thérapeutiques. Et ça, c'est des collaborations que j'ai eues avec certains collègues psychiatres et même des psychologues cliniciens, où véritablement, au moment où on est bloqué par
les pratiques de tous les jours. Bon, c'est la personne qui, par leurs pratiques traditionnelles, qui finissent par trouver des solutions, mais qui n'ont pas été validées par la science, disons, la médecine moderne. Et donc, du coup, c'est des aspects sur lesquels, par exemple, une collègue a travaillé dessus et deux ou trois fois, elle a fini par se dire que cette manière de faire traditionnellement dans cette communauté finit par donner des solutions. Et donc, c'est des choses que on doit pouvoir avoir à l'idée et de ne pas juste nous cantonner à ce que nous connaissons déjà, puisque nous avons des éléments qui ont répondu à certains critères scientifiques, certes, mais il faut pouvoir intégrer ces autres aspects-là. J'ai beaucoup apprécié le, le développement et l'analyse du professeur Kouai. Je peux que le remercier sur ça. Et pour l'aspect des données aussi, euh, quand par exemple c'est les trucs en ligne, et ça aussi, le docteur Dou, elle a bien dit, on a besoin d'une sécurité des données. Parce que moi, j'ai eu des situations où des gens ont eu à divulguer des données de santé des personnalités, bon, parce que ce n'était pas la personne appropriée, et donc elle s'était fait de manière à ce que ça a compromis la personne dans sa carrière et d'autres choses. Donc, c'est des trucs qui peuvent faire que les gens vont avoir des difficultés à pouvoir aller vers le numérique. Certes, ça va s'imposer aux gens, mais il faudrait que nous, dans notre développement, nous puissions avoir tous les éléments pour pouvoir garantir la sécurité, parce que le besoin est là. J'étais à un forum ce matin, je dis, en Afrique, nous passons aujourd'hui de 1 milliard et quelques à 2 milliards et bientôt. Donc, le développement que nous avons sous humaine en santé ne va pas la fausser. Et donc, elle pouvoir aider nos populations. Et moi, je peux vous dire tout qu'on vit parce que oh, je suis en train de travailler sur l'aspect du développement de la santé mentale au travail. Donc, il y a un élément spécifique sur lequel moi, je travaille beaucoup. Et donc, je pense qu'on va se retrouver quelque part par rapport à tout ça là, pour pouvoir continuer par, disons, améliorer la santé de manière globale et surtout avec l'outil numérique. Encore une fois, merci et félicitations à toute l'équipe. On est tous ensemble pour continuer dans cette lancée. Merci beaucoup. Merci, docteur Merci. Kevin. Vraiment des émoticônes pour vous. Une belle réaction. Il y a Monsieur Sanson Honoré Yen qui a posé une question. Euh, alors, je pense que sa question, je vais poser la question, mais c'était la question même que je comptais poser à professeur. Il dit, merci pour vos exposés. Ma question est de savoir, est-ce que les professionnels de santé sont suffisamment formés en matière de santé mentale avant de passer à l'intelligence, au digital et à l'IA? Parce que ces thèmes semblent être nouveaux pour l'Afrique francophone. Alors, professeur, vous allez déjà répondre à sa question. La première question, je pense que c'est deux questions. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés en santé mentale? Et est-ce que vous pensez que le niveau de formation peut les faciliter à passer à l'intelligence artificielle, intégrer plutôt l'intelligence artificielle et le digital dans leur prise en charge? Merci beaucoup. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Alors, je reviens encore sur un mot. Et le mot que j'ai dit depuis longtemps, c'est l'accélérateur. Je pense que s'il y a un mot que vous devez retenir par rapport aux solutions digitales, bien, IA, c'est la question de l'accélérateur. Et justement, c'est parce qu'on voit on a peu de professeurs de santé mentale que la, les solutions numériques ou bien tout ce qui est IA et ses dérivés vont permettre de renforcer les capacités de ces prestataires pour que ces personnes-là puissent optimiser leur temps de travail. C'est vraiment ça. Ça veut dire, j'ai dit solution digitale, IA, c'est au service
d'un système de santé. Et dans le système de santé, il faut renforcer les capacités des acteurs, des prestataires, ou bien il faut créer un environnement de soins, ou bien un environnement professionnel, promotionnel, préventif ou curatif. Et donc, mais tout ça part encore du réel. On ne fait pas un projet. On ne fait pas un projet de santé comme ça. Ça répond, ou bien projet de santé numérique, c'est pour faire quelque chose de réel. Le virtuel qui est utilisé, c'est pour une application dans le réel. Donc, s'il n'y a pas un projet bien défini, s'il n'y a pas un projet bien défini, un projet de santé bien défini, tout ce que vous allez faire, toutes les solutions, les gadgets de solutions numériques que vous utilisez, ça ne va pas durer. Parce que les solutions numériques, mais IA est au service de l'humain, est au service du renforcement d'un système, au service du renforcement des capacités d'acteurs ou bien de l'infrastructure de service. Voilà, donc il faut bien mettre les choses en perspective. Merci. Merci, professeur Quoi. Moi, j'ai envie, il nous reste 5 minutes, et moi, la question que j'ai envie de poser, elle va plus ou moins dans le sens, mais pas vraiment. Avec tout ce qu'on vient de dire, professeur, vous avez parlé de transformation, d'innovation, vous avez parlé de co-construction, vous avez parlé de compétences, de renforcement. Docteur Joyce a également en a parlé, certains intervenants ici également. La question que moi, selon vous, euh, comment est-ce qu'on peut accélérer cette formation et le renforcement des capacités en santé mentale? Est-ce que ce ne serait pas d'encourager des formations à l'innovation ou des initiatives d'alphabétisation à la santé mentale à tout niveau? Parce que finalement, on se rend compte que la santé mentale est au cœur et aujourd'hui, on a des outils comme le numérique qui peuvent faciliter justement à ce renforcement des capacités. Oui, c'est en partie l'une des missions de cette communauté de pratique. Pour créer cet écosystème et pour créer des opportunités pour que les personnes puissent se former. Il y a plusieurs profils qui naturellement vont se dégager dans cette communauté que nous sommes en train de construire ensemble. Il va avoir le profil des curieux, des personnes qui viennent, bon, je viens voir ce que c'est vraiment, je veux savoir pour ne pas, voir à titre informatif. Il va avoir le profil des sceptiques. Les gens, ils ont écouté, mais ils vont dire, bon, ça là même, est-ce que ça c'est vrai, ça va marcher, est-ce que ça va faire long feu? Est-ce que ça là c'est vrai? Donc, il y a ce profil, et puis il y a le profil des personnes, j'allais dire des personnes qui veulent s'essayer pour dire, ah, mais c'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle opportunité, on va voir ce que ça peut donner. Et le dernier profil, il y a des profils des engagés, parce qu'ils sont à arriver à un stade de leur vie professionnelle où ils ont besoin de se réinventer. Soit il est psychiatre, soit il est psychologue, soit il est développeur d'applications, soit il est communicateur. Alors, je reviens sur quelque chose de très important. Cette communauté de pratique n'est pas réservée qu'aux professionnels de santé. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a mis éco-santé mentale digital et numérique, que ça veut dire c'est la chasse gardée des psychiatres, des psychologues, ou bien non. C'est une communauté humaine avec diverses expertises et tout le monde a le droit à la parole. Et tout le monde peut apporter quelque chose dans la construction de nos systèmes. Ça peut être un juriste qui est dedans et qui, pour lui, c'est l'angle juridique qui l'intéresse. Ça peut être un sociologue parce qu'il y a toute la question de l'appropriation des communautés. Ça peut être un linguiste pour travailler le contenu. Ça peut être j'allais dire, un communicateur. Ça peut être un journaliste qui va dire, moi, je veux développer mes compétences journalistiques en santé mentale en m'appuyant sur des solutions numériques, en m'appuyant sur IA. Mais pour ça, il faut que je me forme. Ça peut être un infirmier, une sage-femme généraliste qui est dans un village, qui veut
en termes de développement de carrière avancée, en termes d'innovation, ou bien ça peut être un chef de projet d'une ONG, ou bien ça peut être un directeur de programme de santé mentale, ou bien ça peut être un financier qui voit une opportunité de dire, mais comment je peux monétiser, je peux travailler avec certains acteurs qui ont des solutions pour qu'on puisse faire de l'investissement gagnant-gagnant. Donc, il faut ouvrons notre esprit à la collaboration, mais ça peut être aussi un responsable d'un camp de prière, d'un praticien, voilà, qui a son smartphone dans son village, mais qui dit, mais comment je peux permettre de travailler, de structurer mon activité pour que les solutions que je propose aux familles qui me réfèrent des personnes soient culturellement adaptées, soient médicalement protégées et que j'ai un cadre de collaboration avec les experts de santé mentale. Donc, il ne faut pas se bloquer dans son esprit. Et pour moi, le vrai facteur limitant, et c'est très important pour moi. Le vrai facteur limitant, c'est nous, souvent les hommes, qui limitons. Et on peut être des obstacles au déploiement de la santé, des solutions numériques au service de la santé mentale dans nos espaces francophones. Et comme on n'a pas confiance en nos propres capacités en tant que pays francophone, on va consommer des produits qui vont venir de l'Hexagone. Malheureusement. Voilà. Mais heureusement qu'on a pris les devants ensemble et je pense que c'est ensemble qu'on pourra relever ces défis nouveaux. D'accord. Merci, professeur Kwa. Merci à vous. Merci infiniment, chers membres de la communauté. Je ne sais pas, docteur Joss, est-ce que vous avez un mot de fin avant que je puisse conclure? Docteur Joss? Franchement, le mot de fin, c'est exactement ce que tu dis toujours, hein, c'est qu'on apprend tous ensemble. Et en fait, j'ai juste envie de redire que c'est important de co-construire. Voilà. Donc, on a besoin de tout le monde autour de la table pour évoluer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Professeur, vous avez quelque chose à dire avant qu'on puisse clôturer la session? Alors, c'est merci et deux choses, c'est de dire il faut de l'engagement. Deuxième chose, il faut de l'ouverture. Troisième élément, il faut se jeter à l'eau. Il ne s'agit pas de dire je suis en retard, je suis nul, je ne sais pas. Tout le monde a un savoir. On est dans l'économie et du partage du savoir. Tout le monde est utile dans la construction de cette communauté de pratique. Merci. Merci à vous, docteur. Merci infiniment à nos deux intervenants, professeur Kwa, docteur Joyce, à tous les membres de la communauté pour cet échange éclairant, plein de vision. Merci à toutes ces personnes qui étaient là pour les questions, surtout pour votre attention. Je vais dire, ce dont nous avons entendu parler aujourd'hui, c'est que le numérique et l'intelligence artificielle ne viennent pas remplacer l'humain, mais viennent renforcer les capacités, nos liens et nos compétences en santé. Ce webinaire n'est pas le premier, ce n'est que le début. Dans 2 semaines, nous allons nous retrouver pour d'autres sessions, toujours dans l'approche santé mentale, digitale et intelligence artificielle, qui sera peut-être consacrée à une thématique que vous allez découvrir en début de semaine. Le comité va réfléchir à ces sessions. Et effectivement, je garde vraiment à l'idée on va dire, les thèmes que j'ai pour habitude de pouvoir dire, c'est qu'on commence ensemble, on apprend ensemble et on avance ensemble. C'est ensemble. Donc, engagement, ouverture et CGT à l'eau, c'est ce qu'on veut faire ensemble, tous ensemble. Continuer à suivre la dynamique du groupe, inviter des personnes à participer chaque 2 semaines. On aura des sessions comme ça, interactives, intelligentes. On aura même des présentations de cas. Donc, si vous êtes confronté à des cas pratiques, n'hésitez pas à nous contacter, inbox les administrateurs, et puis on saura on vous permettra de présenter à la communauté la situation dans laquelle vous vous trouvez et que cette communauté puisse de façon bienveillante, poliment, vous accompagner à des pistes de solutions. Merci à tous et bon week-end à tous les membres de la communauté. Portez-vous bien et on reste vraiment connectés ensemble, on apprend ensemble. N'hésitez pas, nous sommes là, nous continuons à échanger. J'espère que vous avez pu renseigner le formulaire qui a été mis
pour qu'on puisse vous partager la documentation de Dr. Joyce pour ceux qui l'ont sollicité. Merci.